se décrit lui-même comme un citoyen intégré avec des connaissances en graphisme et en sécurité de l'informatique. Et il voudrait vous expliquer maintenant comment vos données médicales ne vous appartiennent plus. Merci à tous d'être venus ici pour ma session. Donc, la session va parler de vos données médicales qui nous appartiennent. Plus sécurisées que les banques en ligne, c'est ce qu'on va voir. Commençons par Vivi. Vous en avez probablement entendu parler. C'est une sorte de dossier électronique médical. Donc, vous pouvez par exemple y gérer vos médicaments, vos vaccins, tout ce qui tourne autour de votre santé. Et vous pouvez envoyer vos documents directement à vos médecins, aux différents spécialistes, et les médecins peuvent les analyser. Donc ici, on voit des screenshots de Vivi. Donc c'est une application pour iOS et Android. Et ça a été réalisé en octobre. Donc ça a énormément d'articles sont sortis dans les journaux, car c'est la première application qui a été financée par les caisses d'assurance maladie privées et publiques. Donc ça veut dire qu'il y a 13 millions d'utilisateurs qui utilisent l'application et qui est financée par l'argent de vos caisses d'assurance maladie. Après la sortie de Vivi, il y a eu un écho dans les médias par rapport à la sécurité des données. Donc, le problème était par rapport aux données télémétriques que Vivi envoyait à différents serveurs aux États-Unis et à Singapour. C'est un problème pour une application qui est financée par nos caisses d'assurance maladie. Donc, j'ai décidé de télécharger Vivi et de le regarder par moi-même. Le résultat, c'est un mois plus tard, il y a eu d'autres échos sur les problèmes de sécurité. Les données des patients sont en danger. Il y a des failles de sécurité pour les données privées des patients. Donc j'ai publié ces articles pour révéler ce scandale de sécurité. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc Vivi permet l'échange de documents entre le patient et le médecin. Ça veut dire le patient a son smartphone avec ses radios, ses diagnostics, ses relevés sanguins, et il peut la partager avec son médecin par le biais de la plateforme cloud de Vivi. Donc Vivi est un cloud. Donc une session est créée avec le serveur cloud, donc avec une ID de session avec 5 chiffres. Bon, je vais continuer pour ceux qui n'ont pas encore détecté le problème de sécurité. Et le médecin récupère un lien pour cette session, pour accéder aux documents qui ont été enregistrés dans le cloud. Oui, une ID de session avec 5 chiffres, on n'a pas vraiment un niveau de sécurité adéquat. On peut récupérer toutes les ID sessions en une journée. On peut toutes les essayer avec un script et on peut le faire tourner. Et donc on peut tester tous les types de sessions et on peut retrouver des documents par hasard. Voilà. Donc par exemple, si on trouve un document comme celui-là, on peut récupérer les métadonnées du document. Donc on a le numéro de l'assuré, l'assurance, l'adresse du médecin, la spécialisation du médecin, le sexe, la langue, etc. Donc ce ne sont que des métadonnées, mais on ne veut pas vraiment rendre ces données publiques. Surtout quand on est sur un sujet très sensible, et c'est pour ça qu'on va voir le médecin, par exemple un avortement ou une grossesse, ou pour des problèmes psychologiques ou psychiatriques, parce qu'on veut se suicider.
Et voilà, tout le monde peut voir ces informations sur la plateforme Vivi. Si je veux voir les données en elles-mêmes, donc le document qui a été envoyé, dans ce cas-là, il faut que je mette un code à 4 chiffres. Ok, j'ai pas besoin de trop vous expliquer. 4 chiffres. Combien de possibilités? 1000, c'est ça. Donc, c'est très simple de pouvoir récupérer les documents. Il faut juste que je puisse être plus rapide que le médecin. Donc, euh, le phishing était un élément intéressant que j'attendais pas dans une application avec des documents médicaux. Donc ici, on voit 3 documents que j'ai dans mon application. Donc une facture et une ordonnance et une autre facture. Donc, pour les ouvrir, il faut que je m'authentifie. Donc, si je m'authentifie ici, je me log, le mot de passe. Donc, voilà, j'ai pu récupérer le code HTML de l'application pour récupérer les informations et faire du phishing très simple sur le mot de passe. Mais si une fois que j'ai récupéré le mot de passe, je peux toujours pas rentrer dans l'application. On a l'authentification multifacteur. Donc, bon, certains d'entre vous savent très bien que authentification multifactor et phishing, c'est possible quand même. Donc, je ne l'ai pas, mais une fois que je fais mon authentification HTTP, je récupère le user, le mot de passe et le code. Mais je n'ai pas ce code. Donc, si je ne l'ai pas, qu'est-ce que je fais? Ben, j'essaye. Je fais du brute force sur le code et aussi simple que ça peut paraître, ça permet d'accéder à tous les documents parce que l'authentification de deuxième facteur ne m'empêche pas d'accéder aux métadonnées. Donc Vivi a un chiffrement end-to-end. Donc quand j'envoie un document à mon médecin, ça ne va pas directement par le lien, mais le médecin ouvre ce lien dans son navigateur et le navigateur génère une clé de chiffrement en JavaScript qui est enregistrée au niveau du navigateur chez le médecin. Donc le médecin envoie cette clé au patient ou à l'application du patient et le patient chiffre son document et le document chiffré retourne au médecin. Tout va bien, mais la clé est enregistrée au niveau du navigateur, donc sur le stockage local, et donc c'est très simple à récupérer. On a trouvé 3 différentes failles et pour récupérer les clés. Après, on a arrêté. Et donc, je pouvais récupérer la clé RSA facilement en accédant au navigateur. Voilà. Donc, au final, j'ai à peu près 15 problèmes de sécurité, plus ou moins critiques, mais pour moi, plutôt critiques, que j'ai publié avec Thorsten Schröder, qui s'est un peu mis en avant par rapport à tout ce qui est divulgation d'informations. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Donc on a informé Vivi. Ensuite, on a eu une conférence téléphonique avec Vivi. Vivi appartient à Allianz à 50%. Donc on a eu une conférence à Berlin avec. Donc au final, on a eu le rapport final. Et Vivi a demandé de prolonger la deadline et on l'a publié au final le 30 octobre. Donc la réaction de Vivi par rapport à notre publication, un vrai risque de sécurité des données médicales des patients n'a jamais été révélé.
Nous, on voit ça un petit peu différemment, et vous aussi. Netzpolitik, un site d'information, a publié que euh, Vivi a appelé la rédaction pour dire que notre travail était faux et que c'était des allégations fausses et des mensonges. Donc, par chance, on a quelques personnes, par exemple chez Netzpolitik, qui ont bien vu que c'était faux et qui ont bien senti que c'était Vivi qui essayait de corriger notre rapport. Donc Thorsten Schröder, dont je parlais, a dû entendre de la part de Vivi qu'il y aurait des conséquences juridiques et qu'il y aurait des poursuites contre ce rapport. Je vous épargne les détails, mais si vous avez entendu parler de quelque chose sur Vivi, maintenant vous connaissez euh, la source. Nous, on a essayé de vraiment coordonner les révélations et les informations. Voilà. Et j'espère que de notre côté, on a été responsable et on a permis d'aider à l'amélioration du produit. Donc, Vivi a dit qu'en 24 heures, ils ont réussi à résoudre tous les problèmes. J'ai regardé pour vous, bien sûr, officiellement, non, mais il y a 4 semaines, j'ai regardé. Et donc, il y a quelque chose de drôle. Non, il ne faut pas dire drôle, pardon. Je retire ce mot. Euh, Envoyer les informations aux médecins de manière sécurisée. Je peux envoyer bien sûr un document avec un JavaScript à l'intérieur qui va tourner dans le navigateur du docteur et qui peut récupérer tous les documents sur le navigateur du docteur qu'il a reçus d'autres patients, de tous ses patients. Mon avis, un peu critique. Je sais pas, à vous de voir. Oui, 24 heures, résolu en 24 heures. On voit ici d'un côté l'attaquant, le hacker, qui se pose comme un utilisateur de Vivi, et à droite, c'est le médecin. Donc il a son navigateur ouvert et il attend le lien. Je vais vous montrer une vidéo, je vais switcher sur la vidéo. Je recherche la vidéo. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc le docteur entre l'ID de session. Donc elle a été rallongée. Ce ne sont plus 5 caractères. Donc ça, ils l'ont résolu. Maintenant, il faut rentrer le PIN. Donc bien sûr, comme je suis l'attaquant, je donne ce PIN à mon docteur. Et le médecin ouvre ça dans son navigateur. Ah, le document avait JavaScript qui a été exécuté. Et maintenant, on voit toutes les informations sur Peter, par exemple, avec ses diagnostics, et les a envoyés à l'adresse all your Gesundheitsakten are belong to us.com. Donc, problème de sécurité résolu, pas vraiment. Ce qui fonctionne aussi, donc oui, oh, il y a une chose qui marche plus, on peut plus lire la clé RSA. Eh, Elle a été protégée contre les lectures, mais pas contre les écritures. Donc, bien sûr, je peux donc réécrire la clé RSA et à chaque fois que je reçois des documents privés, je peux les chiffrer avec ma propre clé. C'est le problème quand on a un chiffrement end-to-end, mais sans authentification du côté du médecin. On est obligé d'accepter tous les types de chiffrement. Donc quoi, il y a énormément d'applications avec des données médicales qui sont non fonctionnelles. Donc où est le problème? Donc il y a une loi de protection des données médicales en 2015. En 2017, il y a eu par exemple
la consultation par vidéo. Donc le Baden-Württemberg, le Land a déjà mis ça en place. En 2018, il y a eu le plan de médication. En 2019, l'acte électronique, les données des patients électroniques, et 2021, les données des patients électroniques devraient être globalisées. Donc, les médecins ont ça depuis 2004, mais ne sont pas obligés de l'utiliser. Et pour les patients, ce sera à partir de 2019. Donc, par contre, les patients seront obligés de l'utiliser et les médecins également. Il y a eu une mise à jour en 2018, cette année, parce que l'infrastructure télématique et les données médicales, il fallait faire quelque chose. Donc, notre cher ministre de la Santé a réfléchi à ça. Voilà, les patients doivent accéder à leurs données médicales par leur tablette ou leur smartphone. Le banking en ligne est l'exemple à suivre par rapport à la sécurité. Et il faut vraiment pas prendre de retard. Donc, il faut, dans 3 mois, il faut qu'on ait toutes les informations, toute la plateforme mise en place. Donc Vivi, c'était vraiment le test des caisses d'assurance maladie pour avoir une acceptation de ce système. Bien sûr, les caisses d'assurance maladie veulent que les patients utilisent ça parce que ça, forcément, ça amènera des économies énormes pour tout le monde et surtout pour les caisses. Donc, alors si Vivi marche pas, il y a quand même d'autres possibilités. Donc il y a CGM Life, VitaBook. Il y a aussi gesundheitsakte.de et il y a l'offre de la Techniker Krankenkasse, la TK, TK Safe. Pour tout ce qui est vidéoconsultation, on a Téléclinique qui est au Baden-Württemberg. Il y a meinartsdirect.de qui est créé par les médecins eux-mêmes. Donc, qui le fait mieux que Vivi? On ne peut pas uniquement analyser Vivi, donc je me suis dit je vais faire une analyse plus globale. Donc prenons VitaBook. VitaBook est là depuis 2011. Ils ont beaucoup d'expérience. C'était le premier client de Microsoft Cloud en Allemagne. Donc ils garantissent une compliance des données au niveau le plus élevé. Voilà un compte test dans VitaBook avec Suzanne. Donc, comme avec Vivi, on peut avoir des documents qu'on upload et on peut les partager avec son médecin. On peut avoir nos données de vaccination, nos résultats sanguins. Donc, ça s'appelle notre compte de santé. C'est comme votre compte en banque, mais pour la santé. Ça a l'air pas mal pour le moment. Bon, en 2018, on l'attend peut-être pas, mais des injections SQL permettent d'accéder aux données des patients non chiffrées. On a les mots de passe, les hash des mots de passe en SHA-1 et on peut accéder à énormément de données, énormément de documents qui sont photographiés. Par exemple, les emails qui ont été publiés, qui ont été photographiés par VitaBook pour l'analyse de sécurité que je leur ai envoyée. Ici, on a une analyse de sécurité qui n'a pas été relevée. Donc, si vous voulez remercier quelqu'un, vous pouvez dire merci à Suzanne pour avoir partagé tous ces documents. Intéressant aussi, VitaBook sont les premiers qui ont retweeté Vivi. Bon, voilà, c'est peut-être pas une chose à faire. Bon, c'était pas vraiment notre intention. On voulait vraiment pas endommager qui que ce soit. Bon, typique des startups, hein. Laissez les médecins faire.
On va laisser les médecins faire. Eux, ils savent à quel point les données personnelles médicales sont sensibles. Et ils sont responsables de ces données. Et ça peut être très cher si une perte de données devait arriver. Donc, laissez les médecins faire. Un exemple, meinerzdirect.de. Donc, c'est un médecin de famille qui a créé ça. Aucun investisseur derrière. Donc, voilà, il faut laisser les médecins faire, sinon ça fonctionne pas. Voilà. Donc ici, j'ai essayé d'accéder à une facture. Bon, bien sûr, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'accéder à des factures d'autres personnes et voir pourquoi ils ont payé. Donc voilà, j'ai essayé d'accéder à un lien euh, au hasard. Alors, si je veux imprimer et pas regarder, oh, tiens, ça marche. Donc voilà. Pas terrible. On veut pas trop voir ça quand même. Ouais, non, il faut le faire nous-mêmes. Laisser faire les professionnels. Les médecins, c'est bien s'ils assistent, mais il faut que ce soit des pros qui s'occupent de ça. Donc, prenons l'exemple de téléclinique. Donc, trois personnes, un médecin, un informaticien, une assurance, beaucoup d'argent derrière, beaucoup d'investissement. On peut commencer des vidéos avec son médecin, des conférences vidéo. Voilà. Si quelqu'un d'entre vous veut tester, allez-y. Hein, vous pouvez faire une conférence téléphonique avec votre médecin. Bon, ne vous loguez pas avec vos vraies données quand même. Hein. Et vous pouvez aussi échanger des documents, bien sûr. Donc, Téléclinique vous offre une sécurisation des données maximale et aucune faille de sécurité à tout niveau. C'est la plus haute sécurisation des données d'Allemagne. Applaudissez Téléclinique. Donc, voilà, je vais essayer de changer mon mot de passe chez Téléclinique. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'ai en rouge ma user ID et en jaune mon mot de passe, mon nouveau. Et on voit la requête HTTP qui vient de mon navigateur. Qu'est-ce qui se passe du coup si je change ma user ID avec autre chose? Ah, tiens. C'est pas drôle. Hein. C'est la plateforme la plus sécurisée d'Allemagne. Ouais, typique petites et moyennes entreprises. Hein. Laissez les vrais pros faire, les gros professionnels. Ceux qui sont vraiment bons et qui ont vraiment les moyens et qui font mieux que les autres. On peut rire des petits, mais il faut laisser les grands faire. Un exemple, TK Safe. Ils ont tout bien fait. Le chiffrement end-to-end, j'ai pas trop regardé, ça a l'air bien. Mais là, on voit la clé. Elle est générée dans l'application. C'est la clé pour l'utilisateur. Si la clé est perdue, du coup, toutes les informations sont perdues. Si les données, si la sécurisation est bien faite. Personne ne le veut, donc c'est pour ça que tout le monde permet d'exporter la clé. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette clé? Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme avec les mots de passe. À une époque, on ne savait pas trop ce qu'on devait faire avec les mots de passe. C'est toujours le cas pour beaucoup. Donc, on peut enregistrer cette clé. On peut l'enregistrer comme un QR code qui sera enregistré comme une photo dans votre galerie, dans la galerie de votre téléphone. Voilà un screenshot de Android. Et ici, on voit où est enregistré mon image de QR code. C'est enregistré, évidemment, dans ma galerie publique, dans Google Cloud. Donc, tout le monde y a accès. Et voilà, en gros, ça veut dire enregistrer votre mot de passe
en clair dans ma galerie photo. Donc, on voit à quel point c'est compliqué. Bon, c'était KSafe, c'est encore en phase bêta. Ça n'a pas encore été, ça a pas encore été implémenté, mis en place. Donc, c'est encore une bêta. Alors, bon, alors demandons à ceux qui sont là depuis longtemps sur le marché. Un exemple, CGM Life. 5000 employés, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 55 pays. Ils ont une plateforme, c'est un cloud médical sécurisé. Donc, ils ont énormément d'applications qui se connectent sur cette plateforme CGM Life et enregistrent leurs informations dessus. Donc, on voit quelques screenshots ici. Certaines de ces applications sont protégées par une notification multifacteur, comme chez AXA par exemple. Je suis, euh, euh, je suis assuré chez AXA. Donc, si vous êtes assuré chez AXA, vous savez que vous avez cette authentification multifacteur. Euh, donc, on peut rien brute forcer, c'est assez sécure. Par contre, euh, on peut, on peut accéder par AXA. Mais ça marche pas parce que je peux pas brute forcer le multifacteur. Mais si je passe par CGM Life, je n'ai pas besoin de multifacteur et je peux accéder aux mêmes données directement sans multifacteur. Comme par Vivi, on a le même problème. Je ne sais pas qui a copié l'autre, hein, Vivi CGM ou CGM Vivi, hein. Donc un PIN à 6 chiffres, ça parle à certains d'entre vous. Ce PIN, je le donne à mon médecin et ce médecin peut accéder à actenblick.de et accéder à toutes mes données médicales. Un PIN de 6 chiffres est très facile à brute forcer et ça marche ici également. Donc je peux accéder à toutes les données médicales ou en tout cas récupérer les métadonnées. Parallèle rigolo, étonnant. Quel est le gros problème de ces plateformes? Cette plateforme essaye de tout bien faire. On a un chiffrement à courbe elliptique. On n'a pas de mots de passe qui sont envoyés. On n'a pas de clé de chiffrement envoyée. J'envoie mon adresse mail à CGM. Je récupère ma clé publique et mon secret. Je récupère mon secret si j'envoie une adresse mail. Pourquoi ça s'appelle secret? C'est un dérivé de clé secret. Donc j'ai un dérivé de clé, de fonction de clé, dans lequel je rentre mon mot de passe plus ce secret que j'ai reçu. Et du coup, je reçois offline ma clé privée. Donc l'accès à toutes mes données médicales. Donc si j'ai utilisé le bon mot de passe, la clé match, ma clé privée match ma clé publique. Donc je peux me loguer et récupérer les informations. Si le mot de passe ne marche pas, ben, je peux essayer jusqu'à ce que ça marche. J'ai la clé publique et j'ai le secret disponible offline. Donc je ne suis même pas obligé d'interagir avec le serveur. Je peux tout faire offline. Je peux lancer un script et tout ce processus a même un numéro de patent, de brevet, donc voilà, incluant les failles de sécurité. Euh, je me suis dit que je pouvais utiliser Dropbox et utiliser plein d'adresses mail, plus les clés publiques et les secrets. J'ai pris un gros dictionnaire et j'ai créé plein de mots de passe. Quel type de mot de passe ressortait le plus souvent? Bon, j'aurais attendu des Allemands d'avoir des mots de passe un peu plus compliqués, mais voilà ce que j'ai trouvé. Donc, 3% des utilisateurs de Dropbox en Allemagne utilisent CGM et donc j'ai récupéré les mots de passe de 3% des utilisateurs. Bon, c'était juste un test.
Donc, je viens de vous montrer en faisant le tour de toutes les applications du marché. Euh, bon, on a aussi le compte NRV en haut qui est aussi basé sur CGM. Euh, voilà, tous les autres ont le même fonctionnement. Ils sont même pas encore au niveau du banking en ligne. Donc quoi, on sait qu'il n'y a pas de sécurité parfaite. On n'y arrivera jamais. Il faut, euh, il faut parler de probabilité. Donc, parlons de probabilité. Faisons un peu de maths. Donc, une entreprise comme CGM a des risques de gestion des données. Donc, dans les conditions générales, les clients nous font confiance avec leurs informations de patients et l'enregistrement de ces informations et la modification de ces informations. Si il y avait des problèmes de sécurité, ça pourrait mener à des dédommagements financiers et des poursuites judiciaires pour CGM. Donc, ça serait dommage pour CGM. Donc, le slogan de CGM, c'est Paramount Priority. Si on voit, si on regarde les possibilités de dédommagement par an, 4 millions, le maximum peut-être 18 millions avec 5% de probabilité. Donc, prenons ces 5% et regardons ce qui va se passer. La première année, 95% de possibilité d'être sûr. Deuxième année, 90%. Troisième année, 86%. Le problème avec les données médicales, c'est que elles ont une durée de vie très très longue. On ne peut pas changer sa santé. Après 50 ans, les données médicales sont toujours intéressantes. Sauf si l'avenir apporte une solution aux problèmes de santé. Donc après 50 ans, j'ai 8% de possibilité que mes données soient sûres. Bon, on ne veut pas vraiment ça. Mais peut-être que ces 5% sont un peu exagérés. J'ai peut-être fait une erreur de calcul ou mal interprété. Regardons les États-Unis, les 5 dernières années. Donc, 30 millions d'actes médicaux de patients ont été volés et ce sont uniquement ceux qui ont été déclarés. 30 millions, c'est 10% de la population américaine. Bon, j'ai dit 5%, on peut discuter. Norvège, ouais, faut pas dire que ce soit que les Américains, c'est toujours les Américains. En Europe, on a une meilleure protection des données. Donc prenons la Norvège. Cette année, un tiers des Norvégiens ont perdu leurs données médicales, se sont fait voler par une personne. Danemark 2016, il y a eu quelque chose de drôle. Ah non, je ne dois pas dire drôle, pardon. 2 CD ont été volés avec toutes les données médicales de toute la population de manière... bon, voilà, ils ont été perdus. Ça peut arriver, hein, c'est une erreur. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de mal écrire une adresse sur une enveloppe. Je ne sais pas si la personne qui les a reçus les a renvoyés, il faudrait demander. Donc, nous, on est en Allemagne. Donc, on a des normes, on a des protections contre tout ça. Est-ce que les certificats peuvent nous aider? Les certificats que vous voyez ici viennent des applications que je viens de vous montrer. Donc, on a Trusted Privacy, on a la e-privacy, on a des certificats de sécurité, de protection des données qui ont été certifiés par les Landes, par le TÜV. Donc les certificats, bon, peuvent indiquer quelque chose, mais n'indiquent certainement pas que les applications sont vraiment sécurisées. Regardons Vivi par exemple. On a eu Vivi a été testé pour la sécurité et a reçu un certificat, un tampon
Le TÜV a testé Vivi et le TÜV, le contrôle technique, a testé Vivi et lui a donné un certificat. Ils ont fait deux tests de pénétration qu'ils ont passés. Après la résolution de tous ces problèmes, ils ont refait deux nouveaux tests de pénétration. Et après, après c'est tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc après tous ces tests et ces certificats, l'application n'était pas sûre. Et maintenant, il y a des problèmes de base pour toutes les applications à usage médical où on va enregistrer nos données médicales. La sécurité, c'est bien sûr un inconvénient au niveau de la concurrence. Donc les certificats, les bounties pour les bugs, les tests de pénétration viennent trop tard. Il n'y a pas vraiment de réaction des différentes organisations. Il n'y a pas vraiment de professionnels de la sécurité qui a vraiment effectué les tests nécessaires. Toutes les applications que j'ai nommées, euh, on a énormément de problèmes de sécurité. Si j'avais pas publié mes rapports, il y aurait eu aucune information sur les failles de sécurité dans ces applications. Personne s'en occupe et les gouvernements l'ignorent complètement. Euh, on a les données des patients et les données médicales qui vont être divulguées bientôt. Et voilà, l'application sera disponible sur tablette et sur appareil mobile, mais dans 3 mois, mais apparemment sera très sûre. Et pourquoi est-ce que je devrais proposer les données médicales du patient si j'ai déjà une application médicale? Vivi, par exemple, c'est une application médicale de la santé et pas des patients. Donc, c'est intéressant cette confusion qui est faite autour des termes et des définitions. Ma vision, c'est que les données médicales ne sont pas des données bancaires. On ne peut pas faire une analyse financière et ça n'a pas un impact uniquement financier. On ne peut pas payer de l'argent et récupérer ces données, récupérer l'argent. Les données sont quelque part, hein. Elles sont chez quelqu'un et ce sont des données qui sont personnelles et qui peuvent définir les maladies et est-ce que est-ce qu'on a une maladie infectieuse ou on peut réfléchir à énormément de scénarios comme Seehofer qui a décidé de concentrer tous les gens infectés et les mettre sous quarantaine. Si on avait ce système-là, ça serait très facile. Quand on voit tous les problèmes d'analyse d'ADN et tous ces problèmes-là, mais c'est vrai que si j'enregistre tout dans une application, euh, voilà, tout le monde peut y avoir accès. Il n'y a vraiment pas de moyen de sécuriser le stockage des données à long terme. Donc même si aujourd'hui on peut créer un système qui est sécurisé, on ne peut pas garantir que dans 20 ans, ce système restera sécurisé. Dans 20 ans, tout ce qui aujourd'hui est chiffré et sécurisé sera public et facile à accéder pour n'importe qui. Donc c'est le problème de la collecte des données. Est-ce que est-ce que je peux vraiment les sécuriser pour 20 ans? Et les données médicales ont toujours une valeur après 20 ans, même peut-être plus importante, ce qui n'est pas le cas des données financières qui perdent la valeur après quelques années. Euh, c'est mon avis et c'est l'avis de beaucoup de gens. À quoi ressemble l'avenir? Bon, un article du journal Welt. Les patients doivent savoir que la perte de données euh, peut être soumise à des amendes et est très dure à réaliser.
très dur. Ah. Zunächst keinen spürbaren Qualitätsverlust der Behandlung per se erleiden, kann aber auch nicht in den Genuss eines schnellen, bequemen Behandlungsablaufs kommen. Voilà, qui n'utilise pas ces systèmes-là peut se compliquer la vie et compliquer tout son processus de traitement et la qualité de son traitement. Die Patientenakte wird kommen. À long terme, il faut qu'on planifie avec l'arrivée de ces fonctionnalités. Je suis d'accord avec ça. On peut améliorer énormément les diagnostics et diminuer les processus. On peut aussi écrire aux patients, s'envoyer des informations sur les problèmes médicaux, sur le suivi médical, sur la médication. Akte anzulegen. Patientenakte. Si Wer dann das Risiko dafür, aujourd'hui Kinder durch quelqu'un décide de ne pas créer ce dossier médical pour ses enfants, est-ce qu'il met ses enfants à risque? Est-ce que ses enfants vont devoir attendre plus longtemps pour avoir un rendez-vous chez le médecin parce que 90% de la population l'utilise et vous faites partie des 10% qui ne l'utilisent pas? Vous allez souffrir ou vos enfants. Et ça, c'est la réalité. Damit schließe ich den Talk. Voilà, je vais m'arrêter ici. Genau das ist aber auch J'espère que j'ai créé beaucoup de questions. J'espère que vous vous posez beaucoup de questions. Et maintenant, j'aimerais créer un débat. C'était le but. Je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, euh, Gesetz. les lois. Et j'aimerais maintenant créer des réactions, des débats, parce que c'est maintenant que vous pouvez influencer tout ça. Vous pouvez réfléchir à la manière dont vous voulez que cette société évolue et à quoi la société ressemble Und au Technikfolgeabschätzung. niveau de vos données personnelles médicales. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et s'il y a des questions, je suis très content